en effet en réanimation à Grenoble. Je m'occupe surtout de la formation des infirmières maintenant. Je suis sortie un peu des soins et je fais, entre autres, la formation aux machines. Donc voilà, entre autres, hémodialyse, hémofiltration, d'autres techniques. C'est vrai qu'on va faire de remplacement de la fonction, des fonctions du rein quand il y a une défaillance, l'insuffisance rénale aiguë ou aiguë surchronique. Et pour ça, on va avoir besoin d'une circulation extracorporelle. Donc, on va avoir un moniteur de dialyse, un générateur de dialyse, et sur lequel on va placer un rein artificiel. Et quand on parle d'hémodialyse, on va parler surtout de la méthode par diffusion. Ce qui est important par la suite pour voir pourquoi on va avoir des risques plus importants d'avoir des problèmes d'hypotension, des volémies et des perturbations métaboliques. Pardon ? Il ne tient pas très bien mon badge. Donc, on va remplacer l'épuration des déchets produits dans l'organisme, notamment l'urée, l'acide urique et la créatinine, et des molécules à élimination rénale. Et en même temps, on va participer aussi à la régulation de l'équilibre en eau et en sels minéraux dans le corps. Par contre, avec nos méthodes d'épuration extrarénale, c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer cette production de protéines et d'hormones qui agissent justement sur la pression artérielle ou sur la formation des globules rouges, comme le PO. Et il y a 2 complications aiguës qui peuvent survenir lors de la dialyse et sur lesquelles on va essayer de voir comment on peut les prévenir ou comment on peut les anticiper en tant que, on va dire, surveillance infirmière. J'ai pris la plupart des références, je les ai prises sur les guidelines, les références qui ont été rééditées il n'y a pas si longtemps et qui sont un peu la référence dans tous les centres de réanimation chirurgicaux ou médicaux. Donc ces deux entités, c'est l'instabilité cardiovasculaire, qui est souvent caractérisée par une hypotension perdialytique, et les troubles métaboliques, que des fois on définit comme le syndrome des déséquilibres. Donc ça peut arriver aussi par épuration en excès de certaines molécules, que ce soit le glucose ou le potassium, ou par un retour à la normalité trop rapide d'autres molécules de déchets, par exemple l'urée. Alors il faut voir aussi que ça va dépendre un peu plus chez nous en réanimation de l'état clinique du patient par rapport aux patients chroniques, de leurs antécédents, de l'âge naturellement, et de l'état au moment où on fait la dialyse, et de la technique de dialyse elle-même. Donc la première, l'hypotension perdialytique, c'est probablement la plus étudiée, surtout en dialyse chronique. Elle est définie comme une baisse de la pression artérielle systolique de 20 mm de mercure ou de la PAM de 10 mm de mercure, avec une présence de signes d'ischémie d'organes et nécessite d'une intervention par l'équipe de dialyse pour la corriger. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se corriger spontanément. En médecine intensive, on va avoir un petit peu plus de problèmes pour la définir parce qu'on a quand même une utilisation beaucoup plus élevée des vasopresseurs, donc elle peut être masquée par une augmentation de la noradrénaline ou d'autres vasopresseurs. Cependant, elle a quand même une incidence importante. Ça peut aller d'entre 30 et 70% des séances d'hémodialyse intermittentes, dans l'hémodialyse classique, et un petit peu moins souvent dans les contextes d'épuration extrarénale en continu, comme la CVVH. Et c'est sûr que ça a un impact toujours sur la survie et la récupération rénale. Les principales causes, généralement, et ça on le connaît toutes, parce qu'on le voit régulièrement, si le patient il est déjà instable, brancher une hémodialyse, c'est quelque chose qui nous met toujours un petit peu en stress. On va rajouter un circuit extracorporel, ça veut dire qu'on va dépléter pendant quelques instants, on va remplacer le sang par du sérum physiologique. Et des fois, il va y avoir des pertes de poids trop élevées, donc il va falloir corriger ça. En plus, et c'est surtout, il va y avoir un échange rapide d'ions et des modifications de l'osmolalité. Donc ça, c'est souvent les premières causes. Les symptômes, si on était en dialyse chronique, c'est-à-dire si les patients étaient conscients, et la plupart du temps en dialyse chronique on le voit, ça peut être prévenu rapidement parce qu'ils ont des symptômes prémonitoires. Ils peuvent prévenir, ils commencent à avoir des nausées, des vomissements, des bâillements, des sensations de fatigue, des énormes crampes. En réa, c'est un peu plus difficile à voir. Ça dépend de l'état neurologique du patient et ça va dépendre beaucoup de notre capacité à les détecter. Il y a des manifestations plus graves. Il peut y avoir une malaise lipothymique, des pertes de connaissances, des épisodes convulsifs et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.
et donc elles peuvent survenir brutalement sans signe annonciateur. C'est vrai que si on connaît l'ionogramme du patient avant, et si on connaît son état, sa capacité à répondre à la dialyse, ça peut nous aider à les prévenir. C'est sûr que s'ils sont capables de parler, de nous exprimer comment ils se sentent dans les 10-20 premières minutes de l'hémodialyse, on peut quand même agir. Il y a souvent l'apparition des crampes, les troubles digestifs et les troubles de la conscience à surveiller. Mais chez nous, c'est sûr que ce qu'on va regarder beaucoup, c'est la courbe de PA, voir s'il y a des modifications rapides, surtout dans la première heure. Et on va rapprocher, dans tous les cas, les mesures, on va rapprocher aussi les alarmes. C'est sûr, bon, ça, en théorie, ce n'est pas du topo, mais je ne pouvais pas ne pas le dire, c'est que s'il y a une hypotension en perte dialytique, on arrête tout de suite la perte de poids, on lève les jambes du patient, on réduit la vitesse de la pompe passant, et éventuellement, s'il faut, on remplit, même si l'idée de la dialyse, c'est de faire perdre du poids au patient. Et si ça ne résout pas le problème, on va restituer et débrancher immédiatement. L'avantage qu'on a quand même en réanimation, c'est que les patients ne sont pas obligés de partir 2 heures plus tard avec l'ambulance à la maison. Ils sont quand même, en fait, ils sont un peu captifs de chez nous. Si ça ne marche pas au début, soit on se donne les moyens pour rétablir l'état du patient et on recommence après, ou on change de technique, ou on modifie littéralement la presse. Alors, du coup, l'idéal, c'est connaître son patient, ajuster la perte de poids à ce qu'il peut perdre. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'en hémodialyse, c'est un peu plus difficile parce que la dialyse va durer beaucoup moins longtemps. On va faire des branchements isovolémiques ou au sérum physiologique. C'est ce qu'on appelle souvent l'amorçage blanc ou les lignes claires. C'est-à-dire qu'on ne va pas brancher d'abord l'artère, attendre que le sang arrive jusqu'au filtre et brancher après la ligne de retour. On va brancher les deux en même temps. Et il faut surtout que les infirmiers, c'est pour ça que chez nous, par exemple, les dialyses, on commence à former les infirmières au bout d'1 an d'REA, quand elles sont déjà habituées à évaluer les patients et à comprendre les modifications, on va dire, des ionogrammes, les risques que ça peut entraîner. On va essayer de voir la prescription si elle est adaptée. De toute façon, c'est le rôle du médecin de la prescription, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un œil critique. Si on a des patients avec des ionogrammes très perturbés, ce n'est pas la peine de répliquer une prescription qui a été faite depuis 5 ou 6 fois. Il faut l'adapter vraiment au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça aussi qu'il vaut mieux pas toujours se fier à la prescription qui a été faite la veille. Si le patient a fait des modifications, il a eu des altérations pendant la nuit, par exemple. Une autre chose qu'on peut faire, c'est le choix du sodium dans ces cas-là. Généralement, il est conseillé qu'il soit entre 145 et 150 millimoles. Et la température du liquide de dialysat, c'est à peu près 2,5 degrés en dessous de la température corporelle du patient. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur ce thème-là, surtout les études d'Alexandre Lautrette que j'ai trouvées. Mais en fait, en tout cas, ils montrent tous une tendance à une amélioration, même si ce n'est pas une correction totale, une réduction des hypotensions et des risques d'hypovolémie avec 2,5 degrés en dessous de la température du patient. Et d'autres recommandations qu'on peut prendre, c'est justement le fait qu'on peut soit allonger le temps de l'épuration extra-rénale pour pouvoir augmenter plus tard la perte de poids si on n'arrive pas à le faire au tout début, ou raccourcir l'intervalle entre 2 dialyses, parce que de toute façon, le patient n'est pas obligé de partir immédiatement. Si on fait une dialyse de 2 heures aujourd'hui et une autre de 2 heures, 2 heures et demie demain, on va commencer petit à petit pour que le patient les tolère mieux. Et une recommandation qui est pour laquelle il y a aussi un accord fort, c'est que l'urée prédialytique ne soit pas supérieure à 40 mmol/litre pour éviter un changement trop rapide d'ion. Donc en fait, justement, en parlant de déséquilibre ionique, l'efficacité de l'hémodialyse va partir du principe dans lequel elle se base, c'est-à-dire la diffusion. Donc on va faire passer le sang par des capillaires qui sont entourés, on va dire, d'un dialysat qui est complètement déchargé des toxines, logiquement. Il n'y a pas de créate, il n'y a pas d'urée, il n'y a pas d'acide urique. Il y a les ions à la concentration déterminée par le médecin. Et on va avoir une égalisation des concentrations des 2 côtés de la membrane. Donc, il
Il faut penser aussi que l'hémodialyse a une efficacité quand même assez importante, puisqu'elle a une clairance de l'urée de 200 à 300 millilitres par minute. Ça fait qu'on peut espacer, par exemple en hémodialyse chronique, les séances de 48 heures en tolérant une bonne qualité de vie du patient. Donc il faut dire dans ces cas-là que la dialyse fonctionne quand même relativement bien. Ça fonctionne tellement bien que ça peut provoquer des déséquilibres. Et c'est vrai que les courbes de montée et descente des ions peuvent être importantes entre deux séances. Donc, si vous avez votre sang qui arrive chargé d'urée, créate et acide urique, donc les déchets, et d'un certain nombre d'ions avec des concentrations variables d'un côté, plus les globules rouges, vous avez une osmolarité d'un côté, et vous avez un dialysat de l'autre côté, avec une concentration uniquement en ions du côté droit. Il va y avoir des mouvements diffusifs selon la différence des concentrations et la vitesse des deux liquides. Il faut dire qu'en hémodialyse, ça va quand même assez vite. On va avoir à peu près une vitesse de 30 litres par heure de dialysat. Et la pompe à sang, elle va tourner à 250 millilitres par minute. Donc ça va quand même optimiser les échanges entre les deux liquides. Et vous allez vous retrouver rapidement déplété de votre urée, de la créate, de la créatinine et de l'acide urique. Ça va dépendre un peu de la composition de votre bain de dialyse, de la déplétion ou de la compensation des autres molécules, notamment le potassium, le sodium, le glucose, s'il y a dans votre bain de dialyse, les bicarbs et le calcium. Je l'ai mis un peu entre parenthèses parce qu'il y a des centres qui ont déjà des acides, enfin qui utilisent des acides avec du glucose, ce qui fait que les risques d'hypoglycémie sont beaucoup moins importants. Par exemple, chez nous, les acides ne contiennent pas de glucose. Donc en fait, ça nous oblige aussi à avoir une vigilance plus importante. C'est-à-dire qu'il faut connaître la glycémie avant la dialyse, surveiller beaucoup la vitesse. La plupart de nos patients, c'est vrai qu'ils sont sous insuline. Donc en fait, commencez déjà à réduire la vitesse de l'insuline pour éviter les hypoglycémies. Et comme vous voyez en bas, je vous avais mis la formule de l'osmolalité. Donc, il prend en compte de la natrémie, le glucose et l'urée. Donc, c'est pour ça que c'est des ions qu'on va surveiller quand même particulièrement lors de la dialyse. Donc, la glycémie, je vous dis, il y a certains centres dans lesquels il y a peu de risques d'avoir des soucis parce que l'acide est enrichi, en fait, où il y a de glucose à 5 millimoles, donc la concentration classique du sang. D'autres centres dans lesquels il faut quand même la surveiller, ça va être un petit peu en fonction de vos protocoles. Si vous avez des patients qui peuvent parler, qui peuvent s'exprimer, vous pouvez avoir des signes cliniques qui sont quand même précurseurs, la transpiration, la nervosité, les tremblements, la sensation de faim. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a quand même une surveillance neurologique chez ces patients, surtout lors de la dialyse, parce que nos patients de réanimation ne sont pas aussi stables que les patients d'hémodialyse chronique. Donc voilà, les troubles neurologiques, et je vous rappelle que la glycémie, c'est quand même un des facteurs les plus importants pour tomber rapidement dans le syndrome des confusions, des troubles de la conscience et le coma. Donc ça, c'est pour la glycémie. D'autres troubles métaboliques assez classiques, vous pouvez avoir des hypocalcémies ou des hypokaliémies si le ionodéman n'a pas été contrôlé. La plupart des solutions d'acide, normalement, de toute façon, ont quand même une kaliémie au moins à 2. Même pour les hypokaliémies sévères, on ne va pas dialyser un patient avec un liquide qui soit trop bas ou à 0 de potassium, pour éviter justement, parce que l'échange va être tellement rapide qu'on va passer vite dans l'autre côté, et vous allez avoir des troubles, pas voie de troubles, mais plutôt des troubles de la conduction, donc en fait, des troubles électrocardiogrammes rapidement. L'hypocalcémie, c'est surtout des tremblements, des paresthésies autour de la bouche, langue crampe, mais il faut encore qu'ils puissent voir ou s'exprimer les patients. Ce n'est pas si facile à voir. Donc en fait, de toute façon, les liquides de substitution ont déjà du calcium, et c'est rare de voir un patient qui fait la danse des Indiens autour de la machine de dialyse en réanimation. En dialyse chronique, quand ils ont des crampes, ça se voit très vite. Et en fait, au bout de la 2e heure, vous pouvez avoir des syndromes de déséquilibre. C'est surtout quand ils ont la première séance, avec des désordres biologiques déjà importants, des états très, très fragiles, une hypotension.
C'est souvent lié à une baisse trop rapide de l'osmolalité plasmatique par rapport à celle du cerveau. Il y a d'autres raisons parce que c'est un syndrome assez complexe. Donc, j'avais trouvé la génération intracellulaire cérébrale d'osmole et surtout la correction aussi trop rapide des désordres acido-basiques. C'est pour ça que la surveillance neuro est quand même assez importante. Et en fait, c'est souvent lié à un problème avec l'urée, un changement trop rapide d'urée. C'est pour ça que je vous avais aussi mentionné l'urée avant. Même si la créatinine, c'est celle qui est contrôlée par le marqueur de l'insuffisance rénale, c'est souvent l'urée qui va nous poser des soucis, comme dans cet exemple que je trouvais d'un nombre très important de webinars. Ça semble assez classique, mais en fait, une chute trop brutale ou trop rapide de l'urée peut conduire, donc du coup, à... Si j'arrive à faire passer la diapo. Oui, c'est parce que je pense que le temps il est passé. Je pense qu'il est passé. Bon, en fait, ça peut créer ce syndrome en fait de cet œdème cérébral qui a conduit à la mort encéphalique du patient. Donc, en conclusion, c'est les deux, on va dire, soucis principaux pendant la dialyse, c'est le risque d'hypotension et des risques d'hypovolémie du patient parce qu'il n'arrive pas à suivre le protocole proposé par la prescription et un déséquilibre ionique par une dialyse beaucoup trop puissante. Donc, si on connaît notre patient, si on connaît la prescription et si on connaît aussi l'ionogramme du patient, on va pouvoir anticiper sur ces trois aspects. Voilà pour ma présentation.